Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, retour du podcast hebdomadaire. Et nous allons faire un beau petit tour sur les dernières signatures. Les signatures des fois à la con, le panic buy. Avant le spring training, nous allons aussi nous arrêter sur l'anatomie. Et oui, vous aurez 2 cours d'anatomie dans cet épisode. En parlant de science, on va se rendre dans le laboratoire de la MLB. Et pour finir, on va faire l'autopsie d'une équipe, les Twins. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le même que la semaine dernière, l'invité, qui maintenant est l'invité récurrent, Alexis, du compte pinstripe.fr sur X, et non pin comme des pins, parce que les Yankees, c'est quand même des pins, mais comme des rayures. Voilà. En français, pinstripe. Stripes. Ça va, Alexis? Ouais, salut, ça va et toi? Ça va. Une bonne journée, donc Mais tout va oui, bien. pas mal de petites news, des petits contrats d'1 an, des petites invitations par-ci par-là pour voir ce que ça peut donner, quelques millions lâchés à l'approche du spring training. Ça y est, les camps d'entraînement se sont lancés et donc on a les premières mises à jour aussi sur les blessures, qui est blessé, qui n'est pas blessé, où ça en est. Donc c'est intéressant de regarder tout ça. Ouais, et puis il y a pas mal de petites anecdotes aussi que j'ai vues cette semaine, dont on pourra parler. Il faut que je me rappelle d'une parce qu'elle était intéressante, mais je pense qu'elle me reviendra quand on parlera des blessures. Tiens, on va commencer. Première, la grosse nouvelle de la semaine dernière qui nous est passée un peu dessus, on va dire, parce qu'on a beaucoup, nous, on s'est attardé plutôt sur la signature de Framber Valdez aux Tigers, mais les Tigers, le soir même, je crois, Ouais, c'est ça. passaient devant la cour pour l'arbitration. Ouais, de Tarik de... Skubal. C'est Donc, ça. la décision est tombée. Donc, elle est tombée juste après que nous, on enregistre. Mais le panel a donné raison à Skubal et lui donne les 32 millions de dollars qu'il avait demandé. Donc, c'est mérité, clairement. Il avait ramené apparemment ces 2 plaques de Cy Young au cas où s'il fallait un peu argumenter pour les poser bien sur la table et montrer un peu qui il était. Donc, c'est un énorme montant. C'est un nouveau record qui est pour un joueur dans le système de l'arbitration. Le précédent, c'était les 31 millions sur lesquels s'étaient mis d'accord les Yankees et Juan Soto en 2024. Et c'est aussi un record pour... alors, les Soto et les Yankees s'étaient mis d'accord, mais du coup, c'est aussi un record pour un salaire accordé par un panel donc dans ce système-là. Et le précédent, c'était aussi en 2024 avec Vladimir Guerrero Jr. qui avait eu presque 20 millions accordés par un panel de la sorte. Donc, 32 millions. On verra. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner pour Porskins dans l'année prochaine, normalement. Parce que, alors, ce Ça a sera l'air que de sa première changer quand année. même Mais côté Pittsburgh. Les mentalités ont l'air de changer. ouais, on verra. Mais ça promet des montants d'arbitration qui peuvent vraiment aller chercher de plus en plus haut. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça et les conséquences un peu que ça pourra avoir pour la suite, pour les autres joueurs, en fait, tout simplement. Puis cette histoire des Cy Young, c'est Lincecum qui avait le même agent, un certain, Scotty? j'ai perdu son nom, Scotty Boras, qui lui avait demandé de venir avec. Et donc là, il n'y en a pas eu besoin. Je pense que le personnage était connu. Non, apparemment, les Tigers ne se sont pas non plus trop battus. Il n'y a pas eu de... Parce que c'était un peu Non. l'inquiétude de... Enfin, l'inquiétude. C'était un peu la question de savoir est-ce que tu vas argumenter contre ton joueur? Comment est-ce que tu descends Tarik Skubal pour dire qu'il ne mérite que 20 millions par rapport... Enfin, apparemment, il n'y a pas eu non plus de ressentiment, en tout cas, qui avait l'air... D'après ce que j'ai lu et entendu sur les réseaux, entre Skubal et les Tigers lors du panel. Tout à fait. Et puis de toute façon, tu vas passer pour une brêle si tu viens Oui. d'accorder 38 millions C'est à un ça, oui. joueur qui est inférieur, et là, inférieur en tout cas. Sur le papier, oui. Sur le papier, bon voilà. Et pendant qu'on y est, on va en parler tout de suite, comme ça on n'en parlera pas après, mais
Les Tigers, dans la foulée, se sont dit qu'il fallait encadrer tous ces jeunes avec un lanceur vétéran. Ils Et sont allés c'est Justin chercher Verlander qui revient ouais, pour 1 an et 13 le millions. retour, le retour de l'enfant prodige. Mais oui, c'est ça, 13 millions pour 1 an, 43 ans. Justin Verlander de retour à Détroit. Donc ouais, une rotation des Tigers qui envoie, hein, parce qu'ils sont, enfin ouais, ils ont quand même mis les moyens pour se renforcer derrière Skubal. Donc ouais, une bonne signature, Justin Verlander, 13 millions, 1 an. Je pense que c'est un bon Un peu pari. Ouais. cher. Ouais, un peu cher. Ouais, Bon, ça sent ouais. le Farewell Tour. Oui, c'est ça Mais aussi. bon, C'est peut-être c'est bien. un peu la signature aussi, je pense, qui fait plaisir à Verlander, la petite signature du cœur, je pense. La belle histoire, si jamais c'est sa dernière saison, commencer à Détroit, finir à Détroit, Oui, la boucle est bouclée, quoi. la boucle est bouclée. Tout à fait. Les grands esprits se rencontrent. C'est poétique. Tu nous parles d'Emmanuel Claze, là? J'ai vu que tu m'avais noté un petit Ouais, truc, ouais, là. j'ai noté ça parce que j'ai vu la news qui est passée aussi. Du coup, autre type de panel, hein, pour Emmanuel Classé, beaucoup moins rigolo, mais du coup, la suite, un peu des problèmes pour le closer, l'ancien closer, hein, des Guardians. Donc, pour rappel, il avait été suspendu durant l'été 2025 puisqu'il y avait suspicion qu'il avait truqué ses lancers. Donc, notamment en faisant des lancers largement hors de la zone pour indiquer à des parieurs pour indiquer à des parieurs quoi parier. Et du coup, il avait été suspendu avec un de ses collègues, Luis Ortiz. Et visiblement, Luis Ortiz décide de lâcher un peu Emmanuel Clase. Il aurait révélé, à travers son avocat, que, en fait, Clase, visiblement, aurait truqué plus de matchs que ce qu'on pensait. À la base, en novembre, le procureur avait listé seulement 9 matchs, mais le nouveau document en rapporte 48, qui couvre une période qui va de 2023 à 2025. Donc, ça représente à peu près un quart des matchs que Classé a joué avec les Guardians sur ces périodes. Donc, du coup, il aurait truqué un quart de ces matchs et les parieurs auraient empoché supposément à peu près 400 000 $ grâce à Classé sur ses paris. Et donc, c'est la suite un peu des ennuis pour lui. Pour l'instant, il se dit, bien entendu, innocent, il plaide non coupable et il est libre, mais sans passeport et limité à des voyages entre New York et l'Ohio. Donc, on verra ce que ça donne, mais donc Luis Ortiz semble, lui, vouloir se détacher un peu de Clase en disant moi j'ai juste commencé en 2025, mais je sais que lui, Emmanuel, il a commencé depuis beaucoup plus longtemps et il visiblement semble collaborer un peu plus avec les procureurs et la justice. Ouais, Luis Ortiz, de toute façon, arrive en 2025 aux Guardians. Classé, non, alors, plaidé non coupable, c'est Corones, parce que s'il s'avère qu'il est coupable, ça va être 2 fois pire. C'est ça, oui. Ce qui est étonnant, c'est que les Guardians restent la 3e équipe avec la plus de victoires sur la décennie. Oui. Malgré ça. Très Hein, donc, ouais. Non, c'est une histoire assez bizarre aussi. C'est bien sûr pourquoi prendre autant de risques alors que tu es payé. Quand tu vois le montant qu'auraient empoché les parieurs, donc 400 000 $, Classé, je crois que c'était 6,5 millions son salaire en 2025. Quel est l'intérêt? Est assez vague de se dire pourquoi tout ça. L'intérêt, sans doute, l'intérêt, à mon avis, doit être quelque part, à mon avis, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, doit être un peu plus noble que ce qu'on pense. Et ouais. il me semble que c'est plus facile, sans doute, de donner de l'argent facilement à des gens qui en ont besoin que de donner de son propre salaire. On sait que sur des joueurs comme ça qui tournent, et c'est dans tous les sports pareil, qui viennent d'une communauté populaire ou d'un pays qui subit de graves qui niveau économiquement a du mal à tourner. Non, oui, c'est plus facile, c'est peut-être un moyen facile d'envoyer un peu d'argent. Je pense qu'il doit avoir un truc comme ça. Parce que franchement, les sommes sont ridicules quand tu vois ce qu'il gagne, en effet. Ou alors, c'est vraiment le mec, il a un problème et la chambre à côté est vide. Donc, moi, je veux bien qu'Emmanuel Classé vienne en clinique avec moi. On pourra discuter. Je m'entraînerai, je ressortirai ma batte, je demanderai si on pourra aller dans le jardin avec.
Mais non, mais du Bon, coup, allez. on verra comment ça se finit. Et information, bien entendu, il n'est pas de retour avec les Guardians pour le spring training, hein. Euh, Non, c'est non. Ah évident, non, évident. c'est limité à New York et l'Ohio. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc il ne pourra pas faire grand-chose. Allez, les petites Les signatures, là. trades, On y va. signatures, ça y est, oui. Donc, du coup, Ouais, début des camps d'entraînement, donc pluie de signatures et de trades, un peu panique des fois, ou juste des invitations au spring training, voir ce que ça donne. La première que j'ai notée, c'est pour les Yankees, le retour de Paul Goldschmidt, donc joueur de première base, qui re-signe pour 1 an, 4 millions. Bonne signature, moi, je pense, pour les Yankees. C'est un bon complément à Ben Rice en première base, et on va avoir, je pense, l'utilisation d'un trio entre Ben Rice, Goldschmidt et Austin Wells, suivant qui est le lanceur partant, gaucher ou en droitier. Si c'est un gaucher, on met Goldschmidt en première base, on mettra Rice, pardon, en catcher, et si c'est un droitier, on met Rice en première base et on met Wells en catcher. Donc, je pense que ce sera un peu la dynamique qu'on verra au cours de la saison. Mais moi, je trouve que c'est une bonne signature pour les Yankees. Et dans l'esprit de on prend les mêmes et on recommence, on persiste dans ça. Donc, écoute, c'est parti, quoi. Ben, j'ai envie de dire en même temps, toute signature pour les Yankees est bonne à prendre, vu qu'ils ne signent pas grand-chose. Oui, oui, Bon, oui. allez, je vais faire la deuxième, moi. Ça Ouais, m'intéresse. vas-y. Marcell Ozuna, l'ancien des Braves, DH, qui passe chez les Pirates. Alors, les Pirates qui ont fait un gros renfort de puissance sur leur line-up. Skins avait mis la pression, hein, on le savait, et on Ouais. a un changement de visage quand même plutôt réussi, on va dire, pour l'instant des Pirates. Ça les lance pas contender, on est bien d'accord, mais peut-être moins ridicule. Surtout qu'avec un pitching staff qui a un niveau à crever le plafond, ça peut être, je parle pas de Paul Skins, hein, je parle aussi de tout Ouais. ce qu'il y a derrière. Ou C'est Chandler très ou Chris intéressant. Kelly, ouais. Le truc malheureux, c'est McCutchen à côté. Ouais, j'allais le mentionner, qui se retrouve Euh, un peu sur la touche, quoi. Parce ouais, qui est que, le visage de la franchise, oui, hein, c'est ça, et ouais. ces dernières années. Et moi, ça me fait un petit peu. Les Pirates, c'est un peu le type avec lequel j'ai grandi, même si je suis fan des Guardians. J'ai une attache particulière à Pittsburgh. Ça me fait un peu mal au cœur, en effet, pour lui. Visiblement, il se propose au Saint-Louis Cardinals. Ok. Pourquoi pas? Mais ouais, 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 ouais. c'est la dure loi du sport business, hein. C'est un peu ça, On va ouais. pas aller plus loin. On le voit un peu partout, de toute façon, dans tous les sports, hein. Malheureusement, c'est aussi c'est un business. Et même si les Pirates sont attachés à McCutchen, à un moment donné, Ozuna est quand même une amélioration, je pense, par rapport à lui. Et je ne sais pas quelle place il pourra trouver, s'il pourra trouver une dans l'effectif des Pirates. Ouais. Et il avait encore des jambes, hein, pour jouer aussi dans l'outfield, hein, Ouais, oui, McCutchen. oui. Tandis qu'Ozuna, Oui, c'est DH pur, quoi. ouais. S'il te plaît. Non, laisse ton gant par terre. Ouais, c'est ça. Prends ta batte. C'est bien, c'est bien. C'est bien de C'est prendre bien. ta batte. Ouais. Voilà, c'est gentil. On passe au suivant. Le gros trade Ouais, le trade. de la semaine entre Boston et Milwaukee. Donc, Milwaukee qui envoie Caleb Durbin, Andrew Monasterio et Anthony Seigler aux Red Sox. Donc, Caleb Durbin qui est donc 3e au rookie de l'année en 2025. Donc, quand même un gros nom, un gros jeune espoir de Milwaukee. Qui du coup va à Boston pour potentiellement donc combler le non-retour d'Alex Bregman qui lui a signé aux Cubs. En échange, du coup, Boston envoie notamment Kyle Harrison, qui est un ancien top prospect et lanceur du coup à Milwaukee, avec deux autres prospects, David Hamilton et Shane Drohan. Je pense que ça vaut le coup pour Boston. Je pense que c'est un bon trade du côté de Boston. Ils avaient besoin de renfort dans l'infield.
Ça leur fait, je pense qu'Alec Durbin, c'est un bon. Enfin, on ne sait jamais, tu vois. On sait jamais. Ça peut toujours. Il a fait qu'une saison, etc. Donc, on verra ce que ça donne en 2026. Mais bons Ouais. espoirs, il a quand même. Le Il y a le potentiel est fameux là. mur de la deuxième année, mais Mais le potentiel est là. Donc, quand je tu vois pense le que nombre de c'est. blessés, les gens qui vont revenir, etc., je pense qu'il n'est pas là pour être titulaire. Dès le début, à mon avis, il va tourner un petit peu ou prendre la place en attendant les retours et après, voilà, on va voir où on va le mettre. Moi, je vois aussi Anthony Ziegler qui est plutôt une bonne option, même si c'est pas un joueur très connu, mais c'est un utility player qui peut Ouais. rendre pas mal de services en fin de match, en fin de rotation. Donc, non, c'est plutôt pas mal vu de la part de Boston. Ouais, et du Allez, coup, Milwaukee qui prend un lanceur, du coup, peut-être pour combler aussi le départ de Peralta, hein, et qui doit forcément se renforcer un peu aussi de ce côté-là. Donc, je pense que c'est aussi du côté de Milwaukee. C'est peut-être pas, c'est un pari, quoi, mais on verra ce que ça donne. La prochaine, du coup, c'est signature. ouais, Aaron Valley qui part aux A's. 6 millions pour un an, c'est cher. Ouais, C'est cher, c'est cher. Mais bon. Derrière ça, on a un trade des A's avec les Yankees qui récupèrent ouais, Max Schumann, un infielder un droitier infielder. contre un prospect donc de 20 ans, Luis Burgos. Ouais, bah, je pense qu'on a besoin de droitier de toute façon chez les Yankees. C'est pour ça que Goldschmidt c'est aussi intéressant. Max Schumann, infielder droitier. Je pense qu'on a plus besoin d'un outfielder droitier qu'un infielder droitier. Mais ouais, petit trade qui mange pas de pain. On verra, on verra, on verra. Mais intéressant. La grosse signature après aussi pour les Aussi, Rockies, signature. ouais, Tomoyuki Sugano. Un Vas-y. an, 5 millions. Est-ce que c'est une Sugano, grosse donc, signature? moi, je sais pas si c'est une grosse signature. Bah, Tsugano, ça restait un gros. Enfin, il a fait quand même une belle carrière au Japon. Il n'a pas eu une grosse saison. Enfin, sa première saison, c'était l'année dernière aux Orioles. Ça n'a pas été fameux, fameux. Est-ce que ce sera mieux à quelques milliers de mètres d'altitude? Je ne suis pas sûr. Il Mais va ça peut-être reste. gagner. Il va peut-être gagner 2 ou 3 miles sur sa fastball de 93 miles par Ouais. hour. C'est Ouais, quand même peut-être. Du faiblard, coup, hein. peut-être que ça peut. Ouais, après, c'est vrai que en fait, c'est sa Il deuxième n'a année seulement pas. en MLB, mais c'est un vétéran, quoi. Donc c'est aussi, ouais. Hmm. Du coup, on verra, Mais mais on va les rester Rockies avec les dépensent en tout cas. On reste avec les Rockies parce qu'ils ont aussi signé José Quintana Ouais. pour un an, Ouais. 6 millions. 6 millions. Euh, Écoute, et ouais. puis il sort pas d'une si mauvaise saison. Non, ouais, vétéran. Il a fait une bonne saison en 2025, en dessous de 4 d'IRA, plus de 130 innings pitch. Il va pouvoir bouffer des innings pour les Rockies et il apporte de la qualité. Donc, ouais, les Rockies qui se renforcent au niveau du pitching, donc à voir. Mais ouais, signature très intéressante. Aussi des Rockies qui signent Quintana. On a aussi, niveau lanceur, on a Evan Phillips qui reste aux Dodgers et ça, c'est un très bon point pour Ouais, encadrer Edwin Diaz parce que généralement, c'est le lanceur qui rentre, qui fait le bridge et ouais, qui, alors avant sa blessure, en fait, a le été, setup. moi, je suivais, alors c'était pas beaucoup de lancers, mais il avait une erreur à 0-0. Ouais, non, très, 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 très. Enfin, Evan Phillips, ouais, très, très bonne, très bon. Enfin, pour les Dodgers, c'est très bien. Après, ouais, du coup, retour de Tommy John. Donc, à voir aussi Ouais. comment ça se passe. Ce sera aussi un retour seulement en mi-saison. Ouais, ça peut être le back-to-back Phillips-Diaz peut faire très, très peur, avec aussi potentiellement Sasaki si il le conserve dans le bullpen. Tu peux avoir un fond de bullpen assez impressionnant chez les Dodgers. Ouais. Alors, c'est plutôt Evan Phillips, c'est plutôt le début du bridge, hein. C'est fin de Ouais, septième, ouais, début ouais. de huitième.
Ouais, c'est ça, mais tu fais Phillips, Sasaki ou Diaz, tu Ouais, fais, ça tu peut fais faire mal. 3 innings, tu peux faire 3 innings assez, assez durs pour l'adversaire, quoi. Donc, ouais. Allez, grosse Euh, signature encore, c'est Chris Bassitt aux Orioles. ouais, un Ça, an, faut le dire, 18 les millions Orioles qui ont 5. décidé. Eux aussi, je pense qu'ils ont un message à faire passer. Mais Bah, c'était leur visiblement, grosse faiblesse la l'an passé, saison. hein. Les Ah oui, lanceurs. oui, oui. Et puis Chris Bassitt. Ouais, vas-y, je te coupe, mais Non, non, excuse-moi, c'était vas-y, termine. leur grosse faiblesse l'an passé aux Orioles, hein. Les lanceurs partants, c'était vraiment catastrophique, hein. Et du coup, là, Chris Bassitt, donc il passe un peu des Blue Jays aux Orioles, c'est un gros nom. Avec c'est Trevor Rogers, je ne sais plus qui ils ont d'autres chez les Orioles, mais clairement, les Orioles enfin, ont trouvé leur rotation pour la saison et pour vraiment ne pas retomber dans les travers de la saison dernière. Non, et puis c'est une signature intelligente, parce qu'on a vu que Bassitt, il a quand même montré d'excellentes choses lors des World Series, en retour de blessure. Ouais. Il y a un potentiel encore. Enfin, vraiment, je pense pas que ce soit une signature risquée où tu signes un mec blessé que t'as vu moyennement. Là, tu l'as quand même vu sous pression à haut niveau. Ouais. Moi, je pense que c'était la bonne signature par rapport à aller chercher d'ailleurs qui est toujours libre, un wow, Zach là, j'ai Gallen. perdu son nom. Un Zach Gallen. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Dont il y a beaucoup de questions, hein, Et autour un de an en Zach plus, Gallen. c'est pas, enfin, c'est bien un an, tu vois, genre tu vois ce que ça donne. Et après, tu peux potentiellement prolonger si tu en as envie. Mais ouais, très très beau coup des Orioles sur cette signature. Après, ouais, j'ai mis alors MJ Bon, Melendez au les autres Mets. signatures, je les passe un peu parce que. Ouais, MJ Melendez au Mets, je l'ai mis parce que juste, je suis allé regarder ses stats et j'ai vu qu'il avait Est-ce que tu as vu un OPS la- plus de la- la- moins 10 et j'avais jamais vu un OPS plus négatif et je me suis dit, waouh, c'est quand même exceptionnel. Mais oui, pas forcément la signature la plus intéressante. mais tu sais que les Mets ont fait alors la petite blagounette des Mets, pas des Mets. Ils ont changé Luis Andrel Acuna avec qui déjà? Je ne me rappelle plus. Ils ont pas. Ah, c'est Ils l'ont. l'échange. Ils ont fait un C'est. échange. Ils l'ont échangé aux White Sox. Acuna, il est parti aux Oui, White Sox. c'est ça. Et figure-toi que les White Sox, Je pense que le c'est un nez switch-hitter. creux, l'œil fin, ont découvert quand il est arrivé là Ouais. qu'il n'était pas switch hitter et Et qu'il ouais, avait noté en switch hitter. surprise. La Les surprise, White oui, Sox. en effet. Et j'ai vu aussi leur nouveau lanceur. Du coup, ils ont recruté Luke Weaver des Yankees. Et donc, Luke Weaver s'est ramené au camp d'entraînement des Mets avec son sac, les gros logos des Yankees sur son sac. Il n'a pas eu le temps de changer de sac pendant l'intersaison. Donc, du coup, il s'est ramené au camp d'entraînement des Mets avec son sac des Yankees. Ça fait Oui, et puis plaisir. ils ont tellement pas d'argent que Non, c'est c'est ça. difficile Et de puis, s'acheter puis, un puis, sac. il a été prévenu Les- juste il y a quelques mois. Euh, ouais. Impossible de s'acheter un nouveau sac, mais les détails font quand même assez rigolo. Du Après, c'est coup, peut-être son sac fétiche. peut-être, ouais. On Du passe à coup, Jordan Montgomery, peut-être parce que les ouais, je autres, pense que c'est pas très. la signature la plus intéressante. Montgomery, oui, qui revient aux Rangers, donc il avait fait partie de l'équipe du titre, hein, en 2023 avec les Rangers. Et il avait signé ensuite 2 ans aux Diamondbacks pour 47 millions et demi, mais il a pas joué en 2025, hein, il a subi une Tommy John, la classique. Donc là, il retourne aux Rangers, 1 an et 1 million 25. Petit pari, intéressant pour les Rangers. Si Montgomery revient au niveau auquel il pouvait être il y a quelques années, c'est tout bénef. Très peu de risques si c'est pas le cas. Euh,
Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu que les Rangers vont lâcher un goodies top? C'est le maillot de Nolan Ryan taché de sang Ah qui oui, sera ça en j'ai vu, ouais, giveaway ouais, ouais, pour ouais, le ouais. premier match Ouais, d'ouverture. Et ça, j'adore. écoute, Si j'avais, enfin, bon, hein, avec des sillons coupe du bois, mais je serais bien allé dans le Texas. Euh, je suis plus près que toi, mais Allez, la ouais, la grosse, flemme. vraiment, Tu parlais de Nick? la grosse signature avant Ah, ça. la grosse signature. Non, il y a la grosse signature avant, la signature que tout le monde attendait. Le... Il y a 2 signatures de Max Muncy qui a été prolongée et surtout Ouais, la ouais. grosse signature qui est tombée cette nuit, c'est Kike Hernandez qui retourne aux Dodgers pour 1 an. Kike l'a annoncé lui-même, bien entendu. Ça, 4 j'aime, millions ça, 5 j'aime. par an. Voilà, mon Kike. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arbore fièrement des couleurs bleues et blanches. Je vois ça. Voilà, jusqu'au bonnet, hein, pour vous dire. Donc voilà, et même mon boxer est aux couleurs bleues. Ah, Voilà, écoute. c'est uniquement pour kicker, bien entendu. Je ne Et suis ouais, pas fan. j'aime le fait que, tu vois, d'habitude sur tous les visuels, c'est genre annoncé par Jeff Passan, annoncé par John Heyman, annoncé par ça. Et là, c'était annoncé par Kike Hernandez sur son Instagram. C'était vraiment le truc rigolo sur tout le monde. C'était d'après Kike Hernandez re-signe aux Dodgers. Il est bon, il est bon, il est Non, bon. c'était assez drôle. Euh, Ouais, vas-y, Nick Castellanos. Nick Castellanos, bah, du coup, Nick Castellanos et les Phillies, c'est fini. L'histoire d'amour, c'est à la veille de la Saint-Valentin. C'est terminé. Ouais, Nick N'en Castellanos parle qui a pas. été relâché par les Phillies. C'était, je sais pas si c'était attendu, mais c'est pas une surprise non plus, hein. Déjà, bon, il fait pas une saison 2025 très très bonne, surtout très très pas très très bon en défense, hein. C'était pas ça dans la outfield et surtout c'était devenu un peu un problème dans le vestiaire, Oui, surtout ça, de parce que le reste soucis était avec les connu. coachs. Ouais, surtout ça, mais c'était voilà, des gros différends avec les coachs et on se souvient aussi d'un incident durant l'été, hein, où il avait carrément ramené une bière des vestiaires dans le dugout en plein match. Bon, ça avait fait un peu de bruit et c'était pas non plus, c'est pas non plus l'image que les Phillies voulaient potentiellement renvoyer. Et donc Nick Castellanos a été relâché. Est-ce que quelqu'un voudra le signer? On verra. Mais c'est fini en tout cas avec les Phillies. Ouais, bah, mais sachant que même en régional, on fait pas ça, tu vois? Ouais, après, c'est l'esprit 1920-1930, les bonnes années. On prend même pas de bière, sous le dugout. Bon, on les cache derrière le dugout, ça, c'est un fait. On va fumer derrière le dugout pendant les manches, mais jamais on fait ça dans Ouais, non, le mais après, dugout. voilà, le problème, ouais, non, mais après, c'est faire ça sur un match télévisé, etc. C'était pas la bonne Oui, idée, mais c'est vrai que nous, en régional, le télévisé, c'est pas vraiment ça. ouais, c'est ça. Et Bref. après, ouais, je te fais rapidement les derniers trucs que j'ai mis. Rafael Montero aux Yankees, petit contrat de ligue mineure, invitation au spring training. On verra ce que ça peut donner. Liam Oui. Hendricks aussi, contrat de ligue mineure avec les Twins. C'est la même chose pour Joe Urshela avec les Twins. Miles Mikolas qui signe aux Nationals pour 1 an. Et c'est tombé quelques minutes avant qu'on commence à enregistrer. Il y a eu un trade aussi entre les Blue Jays et les Astros. Donc, Jesus Sanchez qui est envoyé aux Jays, Joey Loperfido qui revient aux Astros. Donc, Loperfido avait été trade en 2024 à la trade deadline des Astros aux Jays. Et du coup, il est trade maintenant des Jays aux Astros. Donc, il a fait l'aller-retour. C'est tombé juste avant qu'on enregistre. Donc, c'est vraiment l'info fraîche. Chaude. Ouais. Allez, l'hécatombe des blessures. Ouais, petit sujet, parce que forcément, bon, on a vu le début des camps d'entraînement, donc les joueurs reviennent, le staff médical jette un œil un peu à tout ce qui s'est passé à l'intersaison, petits examens physiques, et on a 3 stars quand même de la MLB, Corbin Carroll, Francisco Lindor et Jackson Holliday, qui ont la même blessure, la fracture de l'os crochu de la main. Donc on en a
entendu Oh parler là sur les réseaux là, oh là et là, j'adore découverte ça. de qu'est-ce que l'os crochu. Donc, c'est alors je pense que tu connais mieux que moi. Moi, j'ai pris quelques notes, mais d'après ce que Oui, j'ai compris, alors allons-y. alors moi, d'après ce que j'ai compris, je te dis d'abord ce que Attends, j'ai compris, c'est un os que donc du coup qui ouais, est je à t'écoute. l'opposé du pouce, dans la main et en général, c'est là où les batteurs, reposent le knob, donc la petite protrusion de la batte, Pommeau. le bout de la batte. Le pommeau de la batte, c'est ça, et du coup, à force de frapper des balles, bah, du coup, tu as un choc, un contact sur cette partie-là, ça peut potentiellement, bah, causer une fracture, de cet os-là et c'est une fracture qui est assez, compliquée, enfin, pas compliquée, mais ça demande une chirurgie et une récupération de 4 6 semaines et ça va demander alors ça, je sais pas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu, donc après je te laisse faire peut-être la partie plus, médicale du coup. Michel Simès ou Ouais, Jimmy Mohamed. Tiens, je vais trouver un nom. Comment je vais m'appeler? Il faut que ça fasse. docteur quelque chose. Ouais, attends, je sais pas. Bon, bref. Non, non. Alors, l'os dont on parle, c'est dans les termes scientifiques, c'est l'amatome. Alors, comme tu OK. l'as dit, c'est un os qui est opposé au pouce. En fait, si vous voulez le toucher chez vous, petit cours d'anatomie palpatoire, vous mettez votre pouce en l'air comme pour faire du stop. Vous ouvrez votre main et en fait, dans la colonne de pouce, vous descendez tout droit. Vous arrivez juste en bas de votre main et vous allez empoigner, du coup, cet os qui s'appelle l'amatome. OK. C'est un os, on appelle l'os crochu parce qu'il a en fait, juste une petite protubérance qui Ouais, ressemble à un os pour faire passer les ligaments derrière. Si vous descendez en dessous, vous allez toucher une petite boule en dessous de votre. Si vous descendez plus proche de votre poignet, vraiment, vous allez tout sentir une petite boule et ça, c'est l'os pisciforme qui s'y trouve juste en dessous. C'est une blessure qui revient en effet, oui, souvent chez les golfeurs, chez les tennisman, heu et aussi, qu'est-ce que j'avais vu? Chez les enfin, sport de raquette quoi, voilà. Baseball, donc comme tu le dis, ouais, c'est le pommeau de la batte qui vient haltérophilie, c'est frapper. pas ce que tu avais dit aussi? Comment? En haltérophilie? Excuse-moi? En C'est pas en haltéro haltérophilie, ouais, exactement, sur les notamment sur les épaules, en fait, où ils viennent faire reposer la barre ouais, sur les pectoraux et aussi sur l'éminence partie épipothénaire là, des ouais. des mains. Donc normalement, c'est une fracture qui se réduit facilement parce que c'est pas un os qui est articulaire. OK. C'est un os du poignet, donc il n'intervient pas dans l'articulation même. C'est au deuxième rang, donc juste avant, c'est, un os qui est plutôt, qui va être, juste relié au carpe et pas encore au métatarse, donc ça va. Mais c'est un passage ligamentaire, c'est un passage, voilà, une insertion. Mmh mh. Enfin, il y a rien qui s'insère réellement dessus, mais c'est plutôt un passage. Donc c'est là où ça devient problématique. Là où ça devient problématique et chirurgical, c'est quand il est cassé et déplacé. OK. Donc là, s'il y a chirurgie, parce que généralement ça se remet au bout de, 4-6 semaines avec, une Ouais, attelle et puis hop, on l'immobilisation et ça revient. Mais là, visiblement, c'est cassé. Ce qui veut dire aussi que ces gros malins sont allés taper des balles à plus de 110 miles par heure pendant 2 heures à la machine. Parce que pour te péter la main comme ça, faut y ouais. aller, hein. Des séances et des séances de frappe et on vit pas dans le même monde, le baseball professionnel et nous. Mais voilà, donc c'est une blessure qui est plutôt fréquente, qui est dommage pour des joueurs qui sont, alors je regarde, mais ils sont il n'y en a aucun qui est chez le même, fournisseur de batte, donc c'est pas forcément un problème de batte. Peut-être un changement de prise qui peut être aussi, mise en cause parce que souvent pendant l'été, on règle son swing et souvent, ça passe aussi par un changement de position Le de main. grip, ouais. Donc, s'il décide d'abaisser un peu plus les mains sur le pommeau, en effet, bah, il y a plus de risques. Et après, il y a des joueurs comme moi mais moi, je suis pas un exemple. Mais je pense qu'un joueur qui va plus parler, c'est Ozzy Albies, qui lui vient mettre son petit doigt sous le pommeau, en fait, OK. pour éviter justement ce Ce genre choc de choses, et ce genre de choc. Et ce qui permet, et puis d'avoir aussi une meilleure maniabilité de la batte. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère faire aussi. Je trouve c'est que ça
j'ai une meilleure sensation. Par contre, ça abîme, là, ça vient abîmer la première commissure de ta main forte, généralement. Ouais, ok. Parce que là, quand tu as des balles qui viennent taper, tu tapes mal et que tu tapes dans le taper et puis dans le barrel, et ben là, la secousse, tu la sens généralement bien. Mais bon, ils ont généralement tous, ce que vous voyez, une petite gomme entre le pouce et l'index qui s'appelle, généralement on appelle ça un Pro Hitter, qui est en fait une petite protection justement pour éviter ces vibrations et limiter ces vibrations, ces retours de batte sur de la fastball principalement. Ouais. On se fait rarement ce genre de blessure sur une balle cassante. Ouais, non, mais c'est intéressant, ouais, que c'est aussi, moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que c'est un possible retour, ouais, donc dans 4 à 6 semaines, mais c'est aussi potentiellement, vu que ta main va être immobilisée, une perte de force et une perte de puissance qui va potentiellement durer aussi pendant quelques mois pour ces joueurs-là. Après, on va être sur des rééducations qui vont être, c'est des rééducations de pro. Alors oui, il va avoir une perte de puissance, une perte, en tout cas, au niveau de la force de préhension va être Ouais, différente. Ils vont continuer à pouvoir s'entraîner quand même musculairement. Ils vont pouvoir continuer à faire tout le bas du corps. Le haut du corps va pouvoir oui, oui, être oui, fait aussi. Le seul souci, c'est que cette chirurgie, elle demande un fixateur externe. Et OK, là, en ouais, effet, tu es un peu emmerdé avec ça. ouais. Mais dans l'ensemble, tu vas pouvoir continuer à faire Oui, tout le tes reste, épaules, ouais. tu vas pouvoir continuer à les travailler, les biceps et les triceps aussi, avec des appareils adaptés en faisant attention. Mais il va avoir en effet quelques semaines où ils vont pas pouvoir faire grand-chose, mais continuer à faire. Bon, le fixateur externe, ce qui est gênant, c'est que tu peux pas vraiment courir parce que tu as toutes les vibrations qui reviennent dedans. Et crois-moi, pour en avoir eu un, c'est pas très agréable. Lindsey Vonn peut vous en parler également. Là, elle a une magnifique photo Aïe, de aïe. fixateur externe sur son compte Instagram. Euh, pour le tibia, qu'ils sont allés J'ai refixer dans le fémur pour être sûr que ça bouge pas. Ouais. J'ai vu aussi, enfin après je sais pas si c'est, vraiment possible, mais j'ai vu aussi que c'était possible potentiellement de juste enlever l'os crochu, en chirurgie et de juste carrément l'enlever en fait, s'il était cassé et alors je sais pas, c'est ce que j'ai lu, alors c'est information de Twitter, donc je sais pas si c'est une réalité, mais puisque tu as l'air d'y connaître un peu mieux, donc je me permets de te poser la question. Est-ce que c'est aussi une possibilité pour ces joueurs-là de juste, bah, tu l'os crochu et Tu puis peux plus rien, quoi. enlever la proéminence, mais ça veut dire que tu refais tout repasser autre part. OK. Et, euh, et voilà. Mais là, on est sur des joueurs professionnels, on n'est pas sur Oui, oui, oui. une blessure de guerre, une blessure. Voilà. Le but, c'est que ça reste fonctionnel. OK. On va le voir plus tard de ce que tu vas dire. Et là, c'est bien parce que Jérémy pourra confirmer quand on sera à ça. Mon diagnostic était bon. Voyez, je suis trop fier de moi. Enfin bref. Anthony Santander, blessé. Ouais, opération à la hanche, 5 à 6 mois, donc pour les Blue Jays, coup dur pour les Blue Ouais, bah, il Jays. manquera pas vraiment. Ouais, après, Pardon, c'est quand même, c'était quand même une, coup dur. ouais, grosse C'est signature un quand même, mec qui joue enfin, pas il déjà dépense depuis quand même, 5 ou 6 mois. c'est Oui, ça, mais c'est et j'ai coup dur noté financier, aussi, mais ouais, oui, 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 après sportivement peut-être pas, mais après dans la suite des blessures, alors j'ai noté parce que c'est un Yankees, mais Cam Schlittler qui a ressenti une gêne au dos, mais pas trop d'inquiétude. Il semble oh confiant putain, et sur ça. ça tu Mais j'ai m'étonnes. noté quand même parce que c'est un Yankees, donc je me permets de donner les Ouais, informations. bien sûr. Dans les problèmes au dos, Alors qu'on a plus appris graves, on a beaucoup mieux. Chris Bryant. Mais Donc oui, Chris voilà. Bryant, surprise, commencera la saison sur l'injured list de 60 jours. Donc bah, on verra on verra combien de matchs cette année, mais il en a joué 11 l'an passé, et battra-t-il ce Oh, record? j'avais même pas vu. Et du Avec ce coup, contrat-là. 26 millions par an pour pour Chris Bryant. On verra comment ça se passe et je te laisse du coup sur, Zach. Ah oui, Zach Wheeler qui s'est fait opérer, qui s'est fait enlever une côte. Et oui, rappelez-vous, problème au niveau des nerfs. Tout le monde avait peur et bon, visiblement, c'était une compression du défilé thoraco-brachial entre la première côte
et la clavicule. Donc, au choix, retirer la clavicule pour un lanceur, Gênant. c'est pas la meilleure idée. Pas que pour un lanceur. Pour n'importe qui d'ailleurs, parce qu'il y a pas beaucoup de choses qui s'insèrent dessus. Par contre, la première côte, il y a pas grand-chose. Elle est toute petite et elle sert pas énorme. Donc on lui a retiré sa première côte. Donc une première côte, c'est pas grand-chose, hein, des petites côtes d'agneau. Comme ça parle à tout le monde, tu vois? Je fais pas de voilà, tout le monde a pu manger des côtes d'agneau. C'est grand comme ça. Donc c'est pas oui, ils font à peu près quoi, tu vois? C'est vraiment tout petit, c'est une toute petite côte, la première. Donc on lui a enlevé pour lever cette compression. Donc rien de grave déjà, à savoir que, c'est pas une compression qui est liée au cervical. Donc déjà ça, c'est un point positif. Hem Et il garde toute l'intégrité de son épaule parce que c'est pas non plus une compression qui est liée, à l'acromioclaviculaire et cetera. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Wheeler, en fait. Ça veut dire qu'il lui manque juste une côte, l'épaule n'est pas touchée. Donc c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Ouais. Même si une côte, c'est pas un truc. Moi, quand j'ai commencé à lire, il s'est retiré une côte, je me suis rappelé mon enfance et la fameuse rumeur sur Marilyn Manson qui s'était fait retirer des côtes. C'est pas les mêmes coachs, je pense, Pouvoir faire d'autres. que Marilyn Manson. De l'autre, des coachs opposés plutôt. Mais c'est faux, quoi qu'il arrive, c'était faux. Et puis Non, même si tu les retires, c'est pas possible. Pareil. On a tous vu la rumeur, on a tous essayé. Mais petite info quand même, il a gardé la côte. Il la garde dans un il a placard chez lui. gardé dans un placard chez lui. C'est magnifique. Ça, je trouve ça intéressant. Une petite relique. C'est quand même pareil, tu vois, genre Les dents, les est-ce que la dents, petite souris, les elle est emmener aussi, c'est ça. Elle a peut-être la petite souris qui va peut-être passer, lui donner un Cy Young à la fin de la saison. C'est son espoir, quoi. Oh, ce serait une très belle histoire. Bon, Et c'est tout sur les grosses news, ouais. Moi, je vais que j'ai noté. Ouais. Moi, là, je vais vous faire un petit topo plus, là, c'est un peu moi qui vais parler et tu vas pouvoir un peu compléter si tu as des noms à me donner sur, des joueurs, parce que je vais pas tout faire. On va vous parler du farm system, mais surtout du farm system. Je vais pas trop m'étaler parce que sinon on fait un podcast de 2 heures et on est déjà à 40 minutes. Mais surtout, en fait, plus vous faire, un petit classement des farm systems. Sachez que les farm systems, on a déjà fait des épisodes là-dessus, mais ça reste le laboratoire de la MLB. C'est là où on fait mûrir les jeunes joueurs qu'on a draftés, on va les mélanger aussi avec des joueurs d'expérience, d'anciens joueurs qui n'ont jamais eu vraiment le niveau et qui ont fait toute leur carrière sur les big minors, c'est-à-dire la Rookie League, la Single A, la Double A, la Triple A, sachant que quand on arrive en Triple A, on est aux portes de The Show. On commence à avoir des joueurs qui sont en rehab, des lanceurs en rehab, donc on commence à avoir des balles à effet, etc. Quand vous êtes plutôt double A, vous allez surtout avoir beaucoup de fastball et de breaking ball uniquement, mais après vous allez là, triple A, on se rapproche franchement sur de la tactique au niveau du lancer qui est très proche de ce qu'on va avoir en MLB, peut-être avec moins de vélocité. Mais voilà, mais souvent, quand vous êtes bon en AAA, on sait que vous êtes prêt pour la MLB et on a confiance en vous. Mais ça reste quand même une marche assez importante parce qu'il y a quand même une grosse différence et on voit très souvent c'est pas parce que tu es bon en AAA non plus que tu es garanti d'être bon en MLB. Mais ouais, tu es quand même bien préparé pour la MLB, mais ça reste quand même une grosse marche, la ligue majeure. Ouais. Rappelons-nous qu'en 93, le meilleur joueur de la Triple A était un certain Derek Jeter. Et il a fait une petite carrière. Mais en 92, le meilleur joueur des minor leagues, toute division confondue, c'était un certain Manny Ramirez. Je dis ça, je dis rien. Il y a quand même une corrélation, oui. Après, c'est juste, en général, les top prospects restent quand même, vont bien s'en sortir en MLB, mais c'est vrai que des fois, tu as des bonnes surprises, tu as des mauvaises surprises. La conversion en MLB peut être compliquée.
Peut être compliqué. Ouais, tout à fait. Il y a plusieurs, sachez qu'il y a plusieurs rankings en fait. Alors, ce Ouais. ranking-là est peut-être celui à l'heure actuelle qui parle le plus parce que, bah, c'est des joueurs qu'on connaît parce qu'on les a vus évoluer et surtout, j'ai pris le classement de The Athletic parce que dans The Athletic, ils ne font pas qu'une somme de noms et cetera, mais aussi on a, un peu les forces et les faiblesses de chacune de ces, des franchises. Je pense que les Milwaukee Brewers sont quasiment numéro un partout, me semble-t-il. Alors moi j'ai regardé un peu plus ESPN et ils sont numéro un sur ESPN. Ouais. Donc voilà, et leur grande force, c'est qu'ils sont capables de développer des joueurs exceptionnels. Ils ont quand même une capacité à transformer des profils plutôt secondaires en Ouais. futurs titulaires. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, dans leur scouting, ils savent drafter en fait ils draftent ce qu'ils savent développer. Ils vont pas Ouais. chercher des joueurs pour compléter un poste, mais plutôt pour le former. Dans le pipeline, là, ils ont à peu près une structure pour soutenir l'équipe pendant 5 ans. Ouais. Par contre, des faiblesses, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de superstars évidentes. Il y a une dépendance au farm system énorme et la pression du résultat, en fait, parce que là, ça fait quand même 2 saisons qui font pas mal et du coup, il va y avoir une pression du résultat là-dessus. C'est pas les plus flashy, mais ça reste un système qui est sain et durable. Ouais. En numéro 2, En numéro moi, j'ai les 2, Los Angeles Dodgers. ouais, moi sur ESPN j'ai les Guardians. Ouais, Après, je peux te dire pourquoi ils mettent les Guardians. Du côté d'ESPN, vas-y, beaucoup de vas-y, prospects dans le top 100, et je te 7 dirai pourquoi prospects ils dans le top mettent. 100. Euh, et ils ont beaucoup de talent, de haut talent, avec pareil, beaucoup de régularité à trouver, avoir du succès sur justement trouver du talent chez leurs jeunes joueurs. Euh, et du coup c'est ce qui fait que ESPN les met aussi haut. Donc top 2 du côté d'ESPN pour les Guardians Et puis et c'est un farm top 4 system pour qui les est connu Dodgers. pour développer le pitching, hein. Soyons Ouais, clairs, c'est un peu comme celui des Royals et un peu comme dans toutes les divisions centrales, hein. Moi, je te dis pourquoi les Dodgers sont en 2. Ils sont capables de développer des frappeurs number one en MLB. ouais, Exemple, Kendall George, qui semble être sorti de je ne sais où. Le processus, il est complet, draft international, les trades. Il y a une cohérence totale, ils ont beaucoup de prospects et surtout, bah, ils peuvent les garder parce qu'ils ont un effectif tellement haut avec des joueurs qui peuvent draft, qui peuvent encore échanger. Je veux dire, un 12e, un fond d'alignement, un remplaçant, ça vaut, ça vaut son pesant de prospects pour toute autre équipe. Des moyens financiers XXL, des infrastructures monstrueuses. et du temps La aussi. faiblesse, Parce que je ouais, trouve en fait aussi les Dodgers, ils ont pas besoin vraiment de leur farm system à l'heure actuelle et donc ils ont aussi le temps de laisser les prospects se développer sans les précipiter, parce que des fois c'est un peu ce qui se passe, je trouve, avec certains prospects, c'est qu'ils sont précipités en quelque sorte à travers en fait les ligues et pour être envoyés en MLB un peu au casse-pipe. Et ça, des fois ça passe, mais des fois, souvent ça casse. Et là, les Dodgers, l'avantage qu'ils ont avec leur farm, bah, c'est qu'ils en ont pas trop besoin pour le moment. mais ça reste aussi une faiblesse du coup parce que bah, ils appellent vite leurs prospects et il n'y a pas de place pour leurs prospects. Du coup, c'est baladé après ça envoyé ailleurs. Ouais. Et en fait, c'est des joueurs qui, qui ont un fort potentiel, je pense, si on les laisse chez les Dodgers, mais souvent qui partent ailleurs. Et voilà, hein. Ils n'ont pas beaucoup de lanceurs d'élite constants, moins que Ouais. certaines organisations. Tu vois, tu parlais des Guardians, par exemple. Mhm. Ouais. C'est, voilà. Mais ça reste une machine qui complète du baseball. Bien rodé, ouais. Mm. En numéro 3, moi j'ai les Seattle Mariners. En 3, ESPN, on a les Pittsburgh Pirates. Je pense que, moi, d'après ce que j'ai compris sur ESPN, c'est assez biaisé parce qu'ils ont le prospect numéro 1.
Connor Griffin. Et je pense que c'est ça qui fait que ils ont, Surtout ça Skins les booste. était encore. Ouais, et c'est le 3 chez ESPN. Mais c'est un boost, je pense, c'est éphémère jusqu'au moment où Connor Griffin va sortir du système. Je Et reviendrai parce que moi je l'avais en 4. ouais, mais du coup, c'est le 3 chez ESPN, ouais, les Pirates. Et les Mariners sont 7e pour ESPN. Moi, surtout, ils les mettent 3 parce que la base récente du farm system, elle est encore solide en fait. Ouais. Ils ont un bon équilibre frappeur-pitcher. Dans le haut du système, en fait, dans les top prospects, ils ont un bon équilibre. Il n'y a pas que des pitchers ou que des frappeurs. Il y a un équilibre. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs en draft depuis 2020. Les faiblesses, c'est qu'ils commencent à perdre de la profondeur, en fait. Et ils ont eu quelques prospects clés qui ont été décevants. Célestine, par exemple, Stidgen, je ne sais plus comment il se dit. Donc, ça peut faire une chute rapide. Mais bon, Ouais. ça reste du top du top. Bon, 4. Moi, j'ai Pittsburgh, du coup. Ouais, moi, c'était les Dodgers, donc on en a déjà parlé. Ouais, donc moi, je vais dire ce que j'ai sur les... Il y a un vrai plafond collectif, en fait. Beaucoup plus de puissance et d'impact offensif que les anciennes générations Pirates. C'est surtout ça cette année. C'est le gros renouveau, en fait, des Pirates. Et avec des vrais profils offensifs et toujours cette rotation élite en développement qui est présente. Alors, s'ils arrivent à garder ce schéma, c'est sky is the limit, comme ils disent Ouais. chez toi. Ouais, ouais. Parce que déjà, ils ont un propriétaire qui dépense pas beaucoup, mais qui Commence à quand même sentir la commence à pression. mettre la... Ouais, mais franchement... ça peut être intéressant. Le gros risque, en fait, c'est quand il y a beaucoup de pitchers, c'est les blessures. Oui. Et ça va être compliqué. Ensuite, tu l'as dit, moi j'ai les Guardians. Je ne vais pas revenir Ouais. dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont MLB au average plus, c'est-à-dire de solides starters ou des titulaires vraiment bons. Notamment sur les pitchers pour du 3 ou du 4. C'est la grande force depuis des années des Guardians. Ils ont de la flexibilité, ils ont un surplus échangeable pour améliorer l'équipe MLB, et ils ont une profondeur qui est plutôt intéressante, qui leur permet d'avoir du pitching et de la frappe qui est très intéressante. Il manque de superstars évidentes, parce que Travis Bazzana, ça a l'air bon, Ouais. mais on ne sait toujours pas, en vrai. C'est le moins spectaculaire, mais c'est sans doute... c'est typique, c'est compétitif, mais pas non plus dominant. Ouais. Allez, ensuite, t'as qui, toi? Alors moi, j'avais en 5, du coup, les Mets, les New York Mets, qui sont en 5. Alors, Je les ai d'après plus bas, moi. ESPN... Ouais, alors ESPN les met en 5. ESPN voulait les mettre quasiment en 1, mais ils ont perdu beaucoup de prospects avec le trade pour Freddy Peralta. Ils ont du coup 2 gros lanceurs qui sont émergents et qui devraient du coup faire leur apparition notamment cette saison, Nolan McLean et Jonah Tong, qui sont classés assez haut sur la liste du top 100. Et du coup, c'est le choix numéro 5 pour ESPN. Ouais. Moi, c'est Washington National. Oula, les Nationals, Parce ils sont que, 14 ouais, pour ESPN. C'est ouais, vraiment mais quand même, désaccord. Ouais. il y a quand même une accumulation massive de talents via les trades et les drafts. Ça, moi, je Ouais. l'avais noté. Le top 20, il est quand même très élevé. Et puis, ils ont eu le premier choix de draft l'année dernière, donc ça remet. Il y a beaucoup
quand même, dans les faiblesses, c'est qu'il y a beaucoup de prospects qui sont en sous-performance par rapport aux attentes initiales. Donc, c'est plutôt encore théorique, plus qu'autre chose. Les certitudes, on ne les a pas encore. On aimerait bien avoir comme les voisins, les Orioles, des certitudes, mais on a plus que de la théorie pour l'instant. Donc, voilà, c'est du talent, mais très incertain. Contrairement aux Ouais, Orioles d'il y a quelques années où c'était, du talent certain, ouais, en fait. ouais, ouais. Voilà. Ensuite, moi, j'ai les Detroit Tigers. Pareil, moi, ils sont numéro 6. Toi, tu as qui après les Mets? Après les Mets, j'ai les Tigers en 6. Du coup, avec notamment Kevin McGonigal, qui est le prospect numéro Ouais. 2 sur la liste au global. Et du coup, position numéro 6 pour les Tigers. Ouais, ils ont quand même ils ont 3 prospects dans le top 20. Ils ont un capital de superstar qui est quand même énorme. Ils ont encore Bryce Rainer qui est blessé, mais qui a un potentiel d'être top 3 facilement. C'est quelques stars, une grande profondeur qui est assez moyenne. Bon, le problème, c'est que ils ont peu de profondeur d'effectifs MLB ready, en fait. C'est ça aussi le problème, Ouais. c'est qu'il va falloir attendre. Et puis, ils sont dépendants de la santé et du développement de ces 3 fameux prospects. Donc, il y a un risque qui repose que sur 3 joueurs, en fait. C'est ça le problème. Ouais, beaucoup d'œufs dans le même panier, quoi. Enfin, pas beaucoup dans le même panier. Pas beaucoup d'œufs, mais tous dans le même panier. Ouais. 3 œufs et dans le même panier. Ensuite, moi, j'ai les Ensuite, Chicago White Sox. moi, j'avais les Mariners, du coup, on en a déjà parlé. Les White Sox, chez mon ESPN, ils sont 20e. Donc, ils sont assez loin. Bon, Ouais. Peu de commentaires sur ESPN à propos de ça. Juste, ils ont 3 prospects dans le top 100 pour ESPN, avec leur numéro 1 qui est le numéro 34. Donc, assez bas pour ESPN, ouais, pour les White Sox. ouais, mais ils récupèrent pas mal en fait, grâce au draft élevé là, de Ouais. ces dernières saisons et les trades, ils récupèrent pas mal. Ils ont le choix numéro 1 de la draft à Oui, venir. c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas pris en compte dans ce classement-là, ouais. Ouais, Le potentiel de draft à venir. Le potentiel de draft était. Ouais, après, c'est pas parce que tu as le choix numéro 1 que tu fais un bon choix. Bon, par contre, c'est toujours les mêmes choses depuis quelques années. C'est un résultat qui est inférieur au capital accumulé, draft, trade, etc. C'est toujours irrégulier. C'est fragile. Le gros truc, c'est que le choix numéro 1 peut tout relancer, en fait. Donc, c'est plutôt un classement provisoire qu'autre chose. Ouais. Et derrière, moi, j'ai les Baltimore Orioles. Les Orioles sont 13e côté ESPN. Alors, ils ont quand même le choix, enfin le prospect numéro 4 sur la liste pour ESPN, Samuel Basallo, donc le catcher, potentiel remplacement d'Adley Rutschman, qui avait fait ses débuts la saison dernière. Alors, c'était pas non plus passé foufou, mais il devrait jouer encore cette saison. Et donc, ouais, ils sont numéro 13 sur la liste du côté d'ESPN, notamment parce qu'en fait, ils ont envoyé beaucoup de prospects du côté des Rays pour avoir Shane Baz. Donc, ils ont perdu aussi, ils ont un peu vidé le système à cette intersaison. Ouais, ce qui a créé un petit. Moi, chez les Orioles, c'est ce qui a créé un déséquilibre hitter-lanceur. Ouais. Parce que la draft 2025, elle était plutôt réussie. Le potentiel offensif, il est toujours présent, mais il manque du structurel de pitching premium en fait dans ce système-là. Et contrairement à des systèmes, tu vois, comme on l'a dit tout à l'heure, Guardians ou Pirates, où on sait que c'est des farm systems qui développent du pitching. Là, on est quand même on est sur tout l'inverse. On développe surtout de la puissance offensive.
c'est pas mauvais, mais c'est en phase descendante. Ouais. Ensuite, moi, j'ai les Boston Red Sox. Ouais, 11e du côté d'ESPN, avec en tête, c'est Peyton Tolly, donc le lanceur. Et la raison principale, c'est pour eux, c'est que il y a beaucoup de prospects qui ont quitté Boston. Alors parce qu'ils sont arrivés en ligue majeure, hein. Roman Anthony qui est monté, Marcelo Mayer qui est monté, Christian Campbell qui monte. Donc forcément, ça affaiblit d'une certaine manière la ferme des Red Sox, mais qui reste quand même très saine. Moi, pour The Athletic, en fait, justement, ils émettent cette position-là parce que, en fait, la transition, elle a été réussie, en fait, de ses potentiels offensifs en MLB. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ils restent sur quelque chose en se disant qu'ils sont capables de former des joueurs qui sont MLB ready, capables d'être bons. Donc, il y a une transformation majeure qui se fait actuellement dans le farm system qui s'oriente plus vers les lanceurs. Notamment, on voit avec 2 lanceurs gauchers qui sont dans le top 10 avec une progression régulière. C'est plutôt pas mal. C'est un système qui change complètement. Il y a moins de profondeur offensive et maintenant, il y a plus de pitchers. Donc, c'est un virage très clair. C'est pas plus sain qu'avant, mais différent. Ouais. Ensuite, moi, en 11e, j'ai les Cardinals. Ils sont 9e chez ESPN, avec 5 prospects dans leur top 100. Et en top prospect, c'est JJ Weatherholt, du coup, un shortstop. Mais pas mal de. Il parle de Liam Doyle, de Joshua Baez, qui sont aussi des prospects à suivre du côté des Cardinals. Ils ont une progression massive de nombreux prospects, en fait. Ils ont une nouvelle direction du player development qui est arrivée et qui a été efficace immédiatement. Ils ont une profondeur de catcher. C'est la meilleure profondeur de catcher de la MLB, me semble-t-il. Ouais. Il y a belles avenirs, encore une fois. Il y a de belles perspectives d'avenir. Encore une fois, vous attendez pas à coucou Mike, ne t'attends pas à avoir des Saint-Louis Cardinals performants tout de suite. Mais dans 4-5 ans, ça va être, quand ça va arriver, tout ça, ça va commencer à, si l'organisation maintient une équipe, ne serait-ce que moyenne, ça va être un plus énorme. Les faiblesses seulement, c'est qu'il y a eu des blessures hyper importantes. Et puis, ça bloque encore entre le niveau AA et AAA. Donc, c'était un très bon signal, mais c'est pas encore, on n'y est pas encore. Ensuite, en 12 mois, là, j'ai les Mets. Ok, ouais. Tu vois. Non, mais c'est parce qu'ils ont un très bon développement des lanceurs pour l'instant. La draft, elle est solide depuis une décennie. Ils draftent plutôt correctement. Ils ont des pitchers qui sont déjà qui ont fait quelques tours en MLB, d'autres qui sont prêts à débuter. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les pertes de talent premium dans le trade Freddy Peralta, ça c'est la faiblesse. Ouais. Mais après, il faut ce qu'il faut. Donc, ils auront moins d'impact sans doute. Ça retarde un peu, mais bon. C'est un système compétitif qui a été sacrifié pour que l'équipe MLB gagne vite. Mais ça reste pas mal. Seulement, voilà, c'est une équipe aussi qui a des moyens financiers énormes et qui n'est pas dépendante de son farm system. Donc, c'est pas gênant outre mesure, mais c'est vrai que c'est bien de faire monter quelques jeunes comme ça pour avoir quelque chose de bon à voir. Ensuite, j'ai des San Francisco Giants. Je sais pas, moi je suis à la traite. Les Giants, du côté d'ESPN, ils sont 19e. Ils ont 3 prospects dans le top 100 d'ESPN. Le
plus haut, c'est Joshua Gonzalez en 30e. Après, ouais, il n'y a pas, enfin, j'ai pas beaucoup de commentaires en plus, c'est le classement, du coup, côté Non, ESPN. ils ont réussi surtout à se refaire. Ils se sont refait la cerise un petit peu avec le trade à la trade deadline 2025 en fait. Mhm. Ils ont, comme tu l'as dit, ils ont 2 prospects haut de gamme, une profondeur qui est réelle. Bon, par contre, c'est un mix un peu chelou. C'est plafond élevé et role player, tu vois. Donc, il n'y a pas Ouais. d'entre-deux. Donc, bon, c'est surtout de la densité plus qu'autre chose. C'est un farm system qui est équilibré, on va dire, sur les positions, mais sans superstar réellement évidente. Ouais. Ensuite, j'ai les Arizona Diamondbacks. Les D-backs, 21e du côté d'ESPN. Un seul prospect dans leur top 100, Ryan Waldschmidt en numéro 63. Et Qui est qui joue? Il joue quel poste? Il est outfielder, champ extérieur. Voilà, c'est du côté d'ESPN. Ouais, moi, ils notent surtout qu'ils ont une quantité impressionnante de frappeurs à tous les niveaux. Du Diamondback dans l'esprit. Ils ont des starters potentiels qui ont été ajoutés via le trade de Merrill Kelly. Ouais. Des drafts récentes qui sont bien meilleurs que les années précédentes parce que la classe 2021-2023, c'est un trou générationnel. Ils n'ont pas un pitching sûr. C'est plutôt un système offensif là qu'on cherche à développer, alors qu'il faudrait du pitching. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ensuite, moi, je t'ai dit, donc là, c'était les 13. Ensuite, j'ai les Phillies en 15. Pardon, 14. Phillies, que je te dis ça, 17e, donc assez d'accord du côté ESPN. 3 prospects dans le top 100 ESPN. Le plus haut, Aidan Miller, position, donc 10e position, un shortstop. Du coup, beaucoup de Gage Wood aussi, qui est le choix de le premier tour de draft 2025, qui est aussi une potentiel montant du côté des Phillies. Mais du coup, qui peut potentiellement aussi faire monter le farm system au global. Ils ont quand même 3 top 50 qui ont des potentiels de star MLB. Hein. Ouais. Donc, c'est très qualitatif. La faiblesse de ce farm system, c'est que il n'y a pas de profondeur en fait et que ça dépend. La dépendance, c'est de la capacité financière de l'équipe en fait. Ouais. Et ils sont dépendants de ça. En fait, c'est une version un peu réduite des Tigers. Ouais. C'est un truc un peu concentré, quoi, tu vois. Ouais, on fait avec le moins possible. Donc, pas de profondeur parce qu'on est trop dépendant de ce qui est dépensé sur l'équipe MLB. Donc, voilà. Allez, 16, moi, j'ai les Tampa Bay Rays. Les Rays, 12e du côté d'ESPN. 4 prospects dans leur top 100. Carson Williams, un shortstop. Donc, numéro 39. Beaucoup de profondeur. ESPN trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans leur système. Et du coup, 12e position du côté de l'ESPN. Bah, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont fait des trades en fait, surtout pour ajouter de la profondeur récemment. Ils ont le trade de Shane Baz du coup qui leur permet de récupérer pas mal de prospects des Orioles. Ouais. Ils ont un gros volume quand même de prospects, utility player, infielder, bref, avec des profils plutôt complets. Ouais. Ça, c'est intéressant en fait. Bon, il n'y a pas de superstar. Non. Après, la dernière qu'ils ont eue, ne savait pas lire une carte d'identité, donc c'était compliqué. Ils peuvent pas compenser en plus avec la free agency, donc c'est compliqué. Ils sont assez dépendants, mais ceci dit, voilà, ils ont comme d'habitude un gros volume de joueurs
polyvalents, qui savent tout faire, ce ne sera pas des superstars, mais ce sera de très très bons joueurs, quoi. Je veux dire, Ouais. si on a des tier lists à faire, on met méga star, superstar, enfin, on met une tier list Ohtani Judge, c'est le tier Ohtani Judge, un S. tier 2 Extraterrestre. extraterrestre, après Humain. superstar et après star. On a plus des joueurs qui sont star ou Ouais, solides, tu après, il y a eu vois. du beau développement avec Junior Caminero, ce genre de profils qui Ouais. ont émergé aussi en 2025. Donc, ils Mais savent faire. c'est tout. Ils savent faire, ils ont repris des joueurs qui savent développer, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, moi j'ai les Cincinnati Reds. Je Les crois avoir Reds, trouvé. 15e du côté d'ESPN, 3 prospects dans leur top 100 avec Ouais, Sal Stewart, un infielder qui est le choix, donc le prospect numéro 17. Il note Alfredo Duno qui a aussi beaucoup de potentiel, Tyson Lewis, Steel Hall, qui peuvent potentiellement, qui ont une bonne batte, qui peuvent ouais. s'ils améliorent leur taux de contact, peuvent être de bonnes additions en 2026-2027. Ouais, ils ont quand même pas mal de joueurs ils ont une densité offensive qui est plutôt pas mal. Beaucoup de pitching qui peut déjà rentrer en MLB. Sous Terry Francona, c'est plutôt une bonne chose. La draft et le scouting est plutôt solide. Le problème, c'est la blessure des récents premiers tours, en fait. Ouais. Et le niveau défensif qui est très limité. Donc, c'est la grosse faiblesse. Ensuite, en 18, moi, j'ai les Cubbies. Cubs, 25e du côté d'ESPN, 2 prospects dans le top 100, un catcher, Moises Ballesteros, en position 51, le plus haut pour ESPN. Beaucoup de trades, donc Owen Cassey qui est parti aux Marlins pour Edward Cabrera, et aussi du coup Cade Horton et Matt Shaw qui sont arrivés en MLB la saison dernière, avec aussi Pete Crow Armstrong qui est sorti il y a quelques années du système. Donc Oui, c'est les arguments d'ESPN. Ouais. Oui, après transfert, quoi. Du coup, c'est les arguments d'ESPN, 25e pour les Cubs. Ouais. Non, moi, alors, c'est plus mon avis, là, c'est peut-être pas l'avis de. Ils ont une approche qui est trop analytique, à mon sens, par rapport à ce que le baseball devient, et s'écarte un peu des analytics pour revenir à un mix, en fait, qui serait bon. Et du coup, si l'approche analytique, elle est cohérente par rapport à la draft qu'ils font, mais dans le jeu, réellement, moi, je trouve que c'est pas ça, tu vois. Tu m'as parlé du catcher, comment il s'appelait, Ballesteros, là. Ballesteros, ouais. Ouais, C'est le Ballesteros. numéro 1 pour ESPN chez les Cubs. Ouais, 51. Bon, je l'ai vu jouer en fin de saison. C'est quoi ce profil? Ouais. C'est quoi ce profil? Enfin, bon, je suis désolé. Ça m'a pas. Moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis demandé qui c'était, quoi. Physiquement, pas très athlétique. Ça sent plus le role player et le hitter qu'autre chose, tu vois. Tu sens, on va mettre le gros qui a une bonne. Désolé, mais on va Non, mais mettre après, un c'est joueur un profil massif du catcher, c'est ça. pour taper la balle. C'est moyen, hein. Pour moi, c'est Ouais. moyenasse. Bon, Ouais. ensuite, j'ai les Royals. Royals, 24 chez ESPN, un seul prospect dans le top 100 qui est Carter Jensen, un autre catcher, du coup, numéro 25. Ouais, mais qu'ils ont récupéré, et ça, c'est le bon trade le qu'ils bon ont coup. fait. Parce que ça Du leur coup, donne une profondeur de voiture.
Ouais, bah, du coup, ESPN note Jack Calione et Noah Cameron qui sont promus en MLB, donc qui quittent le système. Et deux noms qu'il mentionne aussi, Josh Hammond et Michael Lombardi, donc un shortstop, Oui, Hammond et Lombardi, un lanceur droitier, qui sont aussi du potentiel dans la ça. ferme des Warriors. Ils sont notés comme gros potentiel à forte marge de progression. Par contre, ils ont beaucoup de talents qui sont intrigants dans Mm. la Single A et dans la Rookie League. Ouais, On ne sait pas ce que ça va donner. ouais, hein, écoute. Là, pour le coup, c'est des pièces, c'est vraiment les pièces jetées en l'air et puis on attend sur quoi ça retombe. Et- Euh, Moi, c'est le risque, les faiblesses, c'est encore loin de pouvoir avoir des joueurs confirmés pour la MLB. Et s'il y a des trades, bah, il n'y a pas grand-chose à donner, en fait. ouais, Donc, ouais. Ça reste un peu faiblard, quoi. ouais. Beaucoup de paris, quoi. Beaucoup Ensuite, de... donc Kansas City, ça c'était en 19e, en 20e. J'ai les New York Yankees. Je pourrais peut-être mieux en parler. Yankees, ouais, 23e chez ESPN. Alors, je connais un peu plus, du coup, les Yankees. Donc, deux prospects dans le top 100 pour ESPN. Le prospect numéro 1, c'est George Lombard Jr., donc un infielder, shortstop, deuxième base, plutôt chez les Yankees. Pour moi, bon, c'est un classement assez logique, hein. Les Yankees, ils ont beaucoup utilisé le farm system pour les trades, hein. On a vidé un peu, on a envoyé pas mal pour Soto en 2024, on a envoyé pas mal pour Chisholm Jr. en 2024 aussi, on a envoyé pas mal pour Devin Williams en 2025, puis pour David Bednar. Donc on a envoyé beaucoup de nos prospects dans des trades un peu partout. Donc on s'est un peu vidé de ce côté-là. Dans les noms à suivre chez les Yankees, George Lombard Jr., ça reste un des gros noms. On a aussi Dax Kilby, donc notre choix de la draft 2025, qui montre beaucoup de potentiel. Et du côté des lanceurs, deux profils qu'on devrait normalement voir cette année, c'est Elmer Rodriguez Cruz et Carlos Lagrange, qui montrent beaucoup de potentiel au niveau des lanceurs du côté des Yankees. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est à l'instant I où l'on parle, c'est que c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont deux shortstop premium, Ouais. plus une réserve de pitcher starter qui est quand même assez intéressante. Ouais. Pourquoi deux shortstop premium? Parce que déjà, tu peux. On a un Ton shortstop quand même. shortstop et ton. Ouais, mais enfin bon, quand tu as un shortstop qui est un peu bizarre. Bon, le seul souci, c'est qu'ils ont à peu près le même profil. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. peu d'impact. Non, je rigole, parce que au niveau du shortstop, ils ont de l'impact offensif. Dans le farm system, c'est ailleurs où ils n'en ont pas. Voilà, c'est dommage. Ils ont su quand même garder des top prospects malgré les trades, hein, et ils Ouais. ont aussi toujours cette capacité à développer des bras et à te sortir des noms de je ne sais où. On a Schilter, sorti par Ben exemple. Rice, Schlittler. Ben Rice, hein, aussi, qui est sorti un peu de nulle part. Ouais, mais Ben Rice, c'est pas un lanceur, tu vois. Non, oui, je parlais après de manière Je générale. Ouais. m'attendais pas, hein. Aussi bien, j'avais plus d'attentes sur Grisham, etc. Mais Ben Rice, ouais, il est un peu sorti de nulle part. Mais bon, ils ont quand Un même nom une. aussi que j'ai pas mentionné, mais moi je suis curieux de savoir, parce qu'on a refusé beaucoup l'an passé de justement le trade à la deadline, c'est Spencer Jones, qui a explosé en double A, triple A lors de la saison 2025. Je crois qu'il a frappé quasiment 30 home runs en combiné en ligue mineure. Et Il du joue quoi? coup, il joue, c'est un outfielder, donc c'est là où on est le plus bloqué au niveau des Yankees, puisqu'on a Bellinger, Grisham, Judge qui ont l'air d'être assez
qui peut pas bouger. Et après, tu as déjà Jason Dominguez qui est là, qui bouge, Spencer Jones. Et donc, du coup, curieux de savoir, est-ce qu'on va le faire jouer? Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, non. Moi, je pense qu'ils veulent le garder. C'est parce qu'ils attendent d'avoir une bonne offre pour Grisham Ouais. et Et, Dominguez. Parce que et c'est c'est pas un profil, Dominguez a quand même. Ils profil sont assez emmerdés. intéressant. C'est vraiment un profil Aaron Judge gaucher du côté de Spencer Jones niveau gabarit. Donc, un nom aussi à suivre. J'arrête avec les Non, Yankees. non, non, mais ceci dit, tu vois, je pense qu'ils ont à l'heure actuelle ce qu'il faut pour Ouais, 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 non, je suis aller d'accord. compléter sans aller chercher des trades. Donc, Non, oui, parce que peut-être que cet effet non-signature qu'il y a eu cet été, c'est peut-être un virage non, je pour se pense dire aussi, ouais, on ouais, va parce que le plutôt bullpen, trader d'anciens joueurs, genre Dominguez, Grisham. Pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas l'assurance qualité. Pourquoi pas faire monter un jeune tout doucement et après on dégraisse Volpi. Volpi, Volpi, no comment, no comment. faut Mais pas oui, je suis d'accord, au exagérer. niveau des lanceurs aussi, il y a beaucoup de potentiel. Je Ouais. suis curieux de voir ce qu'on va faire et, euh, et ça va être intéressant. De toute façon, les lanceurs, là, je suis étonné du nombre de lanceurs qui perdent et ils restent quand même avec un pitching staff MLB qui est plutôt complet. Oui, oui, ah non, Pas très clairement. diversifié, certes, mais qui est plutôt complet. Non, mais Maintenant, on il a faut eu le qu'ils aillent fond, chercher des gauchers, hein. parce on parlait des Dodgers avec potentiellement Philippe Sasaki Diaz. Nous, on a Cruz, Doval, Bednar. C'est pas non plus, ça rigole pas non plus. Hein. Ça reste, va falloir passer dessus quand on reste très très compétent au niveau des Yankees à ce niveau-là. Et aussi, on est très bon. Mhm. Je sais, on a un très bon pitching coach au niveau MLB, Matt Blake, qui est capable de développer vraiment de bons lanceurs. Donc, à ce Non, niveau-là, mais il est c'est assez clair, confiant. ouais. Ouais, bon, on l'a vu l'année dernière, ça a marché comme ça avec Devin Williams. Alors, sinon, après, j'ai les Après, Minnesota Twins. Devin, écoute, on verra. Hein. On verra chez les Mets. Les Twins. Les Twins. Bon, le classement des Twins, du coup, c'est 21e. Huitième Je dis pas de chez bêtises. ESPN, hein. Huitième avec 6 prospects dans le top 100. Walter Jenkins qui est donc prospect le plus haut avec un outfielder numéro 9 que je regarde ce qu'ils nous disent un peu sur les Twins. Ils sont assez... ils parlent notamment de Marek Houston, Quentin Young, Riley Quick, Dassan Hill, Connor Prilip. Donc, ils ont beaucoup de prospects justement dans le top 100, ce qui fait que ESPN les met quand même assez haut. Ouais, le seul souci, c'est qu'ils sont tous blessés. Oui, oui. Bon. C'est pour ça qu'ils sont à cette place-là chez The Athletics. Ok. C'est parce qu'en effet, c'est du top, hein. Normalement, c'est du haut du tableau, enfin vraiment. Mais là, le problème, c'est que la disponibilité des joueurs qui restent, c'est plutôt la 20e place. Et c'est pas plus haut. Donc voilà, en gros, Ouais. simple et efficace sur le Minnesota Twins. Ouais. Ensuite, j'ai les Marlins. Marlins, On a terminé là, sur les 22e position. 10e chez ESPN, 4 prospects dans le top 100. Thomas White, pitcher gaucher, qui est numéro 18. Et du coup, ouais, alors ils ont perdu quelques noms qui ont été promus, hein, Jacob Marcy, Kyle Stowers, Augustin Ramirez, qui sont arrivés en MLB, mais Joe Mack, Owen Casey, qui a été acquis depuis les Brewers, qui renforce le système du côté d'ESPN, c'est ce qui est noté. Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'ils ont surtout changé leur état. C'est qu'ils ont fait une draft 100% universitaire en 2025 sur des profils sûrs. Arquette, qui est, à mon avis, qui était pour moi le meilleur joueur à prendre de position l'année dernière, il est pour eux. Par contre, la faiblesse, c'est le développement global des dernières années qui n'a pas beaucoup fait ses preuves. La draft 2024 qui a été catastrophique. Du coup, ça crée un petit trou générationnel.
Ok, ouais. Voilà. Maintenant, ce qu'ils ont montré, par contre, sur cette saison, c'est là le point d'interrogation, en fait. On les classe là pour l'instant. C'est est-ce que le développement qu'ils ont actuellement pour leur équipe MLB, ils vont le reproduire pour leur farm system. Ouais. Ça va demander encore euh, beaucoup d'investissements. Ce qu'il y a, voilà, c'est que par contre, on n'a pas une organisation qui a une direction franche. Donc, c'est ça qui est embêtant. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Voilà. Bon, allez, 23, j'ai les Colorado Rockies. Les Rockies, 28e du côté de l'ESPN. Un seul prospect dans le top 100 qui est Ethan Holiday, donc shortstop de la draft 2025, numéro 66. Et du coup, un système un peu vide, pas beaucoup de non-leaders. Rock Riggio, qui est arrivé des Yankees, qui est un nom qui ressort quand même un peu, mais rien de plus, rien de trop à se mettre sous la dent, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il y a une puissance offensive dans le système qu'on retrouve à peu près à toutes les positions. Ça, c'est plutôt intéressant. En fait, le gros est avec du retard, mais se sont enfin repris dessus, c'est qu'ils ont quand même modernisé le player development, donc avec le pitching lab, de nouvelles méthodes, etc. Ouais. Il y a un réel espoir avec le nouveau front office. Il reste encore c'est dans les faiblesses, c'est que c'est moyen parce que tu payes en fait, finalement tu payes ce que tu as fait avant et ils sont pas responsables. Le nouveau front office n'est pas responsable de ce qui a été fait, avant. Donc c'est surtout ça, et surtout c'est de voir comment ça va se passer maintenant, surtout sur le scouting, parce que ils ont une incapacité historique à repérer des starters et surtout à en développer. Donc là, ça va être la grosse interrogation sur les années à venir chez les Rockies, parce que pour moi, de toute façon, c'était l'une des gros points noirs de cette franchise au global, hein. Pas uniquement Farm System, mais aussi de la franchise, de l'organisation. Ouais, la philosophie. C'est ce scouting qui était à chier, quoi. Il y a une autre équipe qui est dans le même panier, et je pense qu'on va arriver, ils doivent être aussi dans les fins fonds du classement. Oui, voilà. C'est les Angels qui ont fait aussi un peu le même problème. Allez, suivant, moi j'ai les Athletics. Athletics, 18e chez ESPN, 3 prospects dans leur top 100. Léo DeVries, donc un shortstop qui est le plus haut avec en 11e position, qui est un des top prospects qui sont allés chercher dans le trade pour Mason Miller. Avec les Padres. Et du coup, beaucoup de talents qui ont quitté la farm, hein. Nick Kurz, Tyler Soderstrom, Jacob Wisland, Lawrence Bettler, Max Muncy, Denzel Clark, tout ça, ça a été promu. Donc forcément, ça descend au global le classement de la farm. Ouais, il y a un petit trou. Le trou, il est juste comblé par Léo DeVries, qui, à mon avis, devrait faire son entrée cette année, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur un poste qui est un peu bouché. On va voir où on va le mettre, en deuxième base ou shortstop. Du coup, c'est pas cette année qu'il faut s'attendre à des miracles. Par contre, on a une draft 2024, donc l'année précédente, avec Jamie Arnold qui est encore présent. Donc, c'est une deuxième vague qui est intéressante. Mais en gros, c'est un farm system qui est bloqué là avec... il y a une ou deux générations qui ne seront pas présentes parce qu'on a eu un gros truc qui est monté. Et voilà. Et la base organisationnelle, elle est fragile encore avec cette histoire de déménagement. La profondeur, elle est limitée. C'est un petit renouveau, certes, mais voilà, il va falloir... parce que je pense que là, ils ont vraiment au total, si on prend vraiment au total, avec malheureusement le manque de profondeur, mais si on prend vraiment le talent pur, c'est un farm system qui peut être classé beaucoup plus haut, à mon sens. Le souci, c'est qu'il y a un gros trou entre cette année et on va arriver. Alors, soit ils étaient devins et se sont dit
que l'année prochaine, c'était la grève et que personne jouait. Du coup, ça les arrange bien. Mais ouais, il y a un gros trou jusqu'à 2028, Ouais. quoi. Ouais. Allez, les Blue Jays. Après, pour moi, c'est les Blue Jays. Toi, Blue tu les as Jays, 16e. 16e du côté d'ESPN, 4 prospects dans le top 100. Le plus haut, c'est un nom très connu, un Trey Savage qu'on a vu au World Series l'an passé, numéro 14, lanceur droitier. Ouais, Trey Savage qui fait beaucoup pour ce farm system. Il y a aussi donc Jojo Parker, Johnny King, Ouais. Ricky Tillman qui poussent un peu tout ça derrière. Donc ouais. C'est un farm system qui est placé Et là. Savage va quitter de toute façon cette année, c'est fini. Donc c'est Voilà, aussi. oui. C'est ça le truc. Et puis, il a été vidé le farm system. Ouais. Et plus, ils ont des pénalités de draft, des pics perdus. Le choix de l'organisation est aussi de dépenser sur l'équipe MLB. Donc, pour l'instant, ils ont un peu laissé le farm system de côté. Ouais. Bon, c'est finalement, quand tu vas chercher le World Series, hein, tu as un mauvais farm system, mais bon, tu as une bonne raison Tu quand gagnes, même. du coup, ouais, non, pour l'instant, Voilà. la recette marche, donc pourquoi la changer? Ouais. Ensuite, j'ai les Texas Rangers. Les Rangers, que je trouve ça, les Rangers, ils sont où les Rangers? 22e chez ESPN, 2 prospects dans le top 100, Sebastian Walcott, prospect numéro 5, qui est un shortstop, joueur de 3e base. Mais c'est à peu près tout, quoi. C'est ce qu'il y a. Donc il y a Oui, c'est parce Caden qu'ils ont... Scarborough qui est là, mais c'est à peu près tout. Non, mais clairement, ils ont tout misé sur le trade de Mackenzie Gore et ça Oui. a complètement explosé Oui, c'est leur ça, farm c'est ça. system. Ouais. Ils ont fait du trade pour du win now, qui est pas sûr en plus, quand je vois ce Ouais. qui est parti, enfin ce qui est arrivé. Le bullpen, ça va être compliqué. La draft 2024, elle est décevante. C'est un farm system qui a été sacrifié pour un hypothétique titre. Donc, c'est compliqué. Allez. Ensuite, moi, j'ai les Braves. Les Braves, 26e. Ouais. Même position. Ok, ouais, c'est ça, 26e. 27e. Ouais, c'est 27e. Ouais. Du coup, Cam Caminiti, qui est le seul prospect dans le top 100, lanceur gaucher. Et ouais, il n'y a pas grand-chose. Non, il y a beaucoup de joueurs là qui arrivent, qui vont avoir une promotion assez rapide en fait, et qui ont eu des promotions assez rapides dans la MLB liées à toutes les blessures. Le problème, c'est que les drafts récentes, elles sont très faibles. Structurellement, ils ont des trous à certaines positions. Et le niveau en Rookie League, en Single A, voire en Double A est très, 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 très inquiétant. Ouais. Donc, alors être contender permanent, c'est peut-être ça c'est peut-être le prix. Ils payent le prix, mais là, ça fait 2 saisons que voilà, ça marche pas très bien. En plus de ça, ils reviennent, donc ils vont pas forcément ils sont toujours dans des drafts plutôt, ils sont pas élevés au niveau de la draft et ils se retrouvent avec du milieu de draft. Et là, il faut être très bon. Ouais. Faut être sûr de soi, donc il faut peut-être revoir le développement. Ouais. Ensuite, j'ai les Astros. 29e du côté d'ESPN, aucun prospect dans le top 100. Bryce Matthews qui est le plus haut, 109e. Et du coup, oui, donc ils ont envoyé 2 de leurs gros prospects, Jacob Melton et Anderson Brito. Donc c'est ça qui plombe un peu tout leur classement à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est pas, il y a pas beaucoup, il y a pas de superstars en devenir. Il y a beaucoup de back-end relievers.
Ils dépendent beaucoup de l'état de santé des joueurs. Alors, le farm system est fonctionnel en lui-même, mais il n'y a rien, il n'y a pas de quoi rêver. Allez, je passe au Los Angeles, parce que là, il faut qu'on On finisse, qu'on les accélère. Angels, un seul prospect dans le top Les 100 du Angels. côté. Ouais, les Angels, un seul prospect dans le top 100 du côté d'ESPN, Tyler Bremner, lanceur droitier, numéro 56. Et oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont montés, Neto, Adele, Hopi, Chanuel, et pas grand-chose Ouais. pour les remplacer, quoi. Ouais, mais surtout, ils les échangent après. Ouais. Non, il y a une trade draft 2025 qui a plutôt été prometteuse. Et ils ont un bon scouting à l'international, mais au niveau national, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est c'est du va-vite à chaque fois. C'est du développement précipité pour mettre des joueurs vite. Donc la philosophie, elle n'est pas favorable à ce qu'il y ait de la profondeur. C'est une organisation qui brûle ses propres talents. Et enfin, bon dernier, mais on sait pourquoi, San Diego Padres, parce qu'ils ont tout tradé, voilà. Ouais, c'est ça. Donc ils ont tout vidé. Et il y a encore l'année dernière, je crois qu'ils étaient dans le top 3. Ouais, ils avaient De Vries. Et en plus de ça, on sent que le moral est dans les chaussettes. Ils ont perdu des pics de draft là avec en série. Déception des meilleurs prospects récents en fait. Ils sont pas. Tout est à refaire du coup parce qu'ils ont des gars qui ont le moral dans les chaussettes et voilà. Voilà. Bon, c'est tout pour le farm system. Moi, j'ai un petit mot à dire parce que je voulais en parler parce que depuis quelques temps, on en parle. C'est les Twins qui sont un peu entre eux. Ils sont dans l'entre-deux, les Twins, dans l'entre-deux. Jeu de mots et tout en plus. Il y a des équipes mauvaises, il y a des équipes en reconstruction, puis il y a les équipes coincées entre les deux. Et les Minnesota Twins, c'est exactement ça. Le plus dangereux de tous dans le baseball, c'est l'entre-deux, parce qu'il n'y a pas de racheteur, il y a un déficit, et parce que ils ont commencé à vider, ils refont venir ils ont nommé un nouveau manager. Donc sur le papier, tout pourrait aller bien. Il y a une rotation qui a plutôt du talent. Il y a un nouveau leadership qui a l'air transparent. Un propriétaire qui appelle lui-même les fans pour s'excuser si tout le monde faisait ça. C'est sûr. Il a appelé les fans réellement au téléphone pour s'excuser. Tu savais le match. Ouais. SAV des Twins, bonjour. Ouais. Guillaume, demande à recevoir ton appel. Alors, il y a une volonté réelle de repartir. C'est vraiment un nouveau départ, mais le baseball ne fonctionne pas juste à la bonne volonté, quoi. Il faut de la clarté, et là, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Les Twins, est-ce qu'ils veulent gagner? Je pense que les fans diront oui, mais est-ce qu'ils savent comment faire? Je pense que non. La stratégie suit pas. La stratégie suit pas. Voilà, on a un bullpen qui est fragile, l'effectif il est incomplet, l'intersaison il ressemble encore à un truc de bras cassé. Alors, tu as une équipe qui n'est pas assez mauvaise pour que tu pètes tout, mais qui n'est pas assez forte pour y croire non plus. Et c'est là où c'est le piège. Tu es entre la reconstruction et tes contenders. Pas vraiment, mais voilà. Surtout dans cette division-là, où c'est un peu compliqué. Du coup, on a une crédibilité qui s'effrite, les fans qui sont déçus, qui s'éloignent, les décisions, elles deviennent plus politiques que sportives, on entend plus parler du rachat, du déficit qu'autre chose, et au lieu de construire, en fait, du coup, on piétine dans des histoires, dans des affaires, et on arrive à une saison charnière, où on ne sait pas ce que ça va être, il n'y a pas d'identité, voilà, on ne s'y retrouve pas. Si la rotation elle tient, s'il y a deux bras qui émergent dans le bullpen et si l'équipe joue un vrai baseball à peu près compétitif, ça pourrait être bien. Mais pour l'instant, on est loin de ça, quoi. Et là, on est plutôt d'une série, on se dirige plutôt d'une saison à la dérive avec une équipe qui va flotter aux alentours des 50% de victoires. Et c'est là que ça va devenir un vrai danger parce qu'on ne va jamais savoir, ils vont avoir le cul entre deux chaises, on est vendeur à la trade deadline, on est acheteur, on ne sait pas, et au fond, on va retourner sur le même truc pendant
Ça peut durer très longtemps. Ouais. Ça peut durer très longtemps. Alors pour moi, en 2026, les Twins, ils vont pas jouer seulement leur match et leur saison. Il va falloir qu'ils jouent leur futur. Et dans le baseball, il n'y a rien de plus dangereux qu'une équipe qui ne sait pas encore si elle doit rêver ou recommencer. Et pour eux, je pense, mon avis personnel, c'est qu'il est temps de marquer réellement reconstruction. Point, c'est Ouais. tout. Et pas de se fier à un potentiel rachat ou autre chose. Ouais, accepter Voilà. le fait que faut repartir de zéro, on fait un peu table rase et on repart sur des basses scènes, histoire de se donner un vrai futur. Exactement. Et le faire rapidement et voilà, prendre cette décision et arrêter de tourner autour du pot parce que ils perdent du temps plus qu'autre chose. Épisode un peu long. On coupe là parce que 1h40. On est bavard. C'était un réel plaisir, Alexis, de t'avoir encore une fois. Ouais, merci de l'invitation. Je sais pas si c'est cool. Peut-être je te sollicite la semaine prochaine ou alors je suis tout seul. On en discute, nous verrons en fonction de nos emplois du temps. On en discute. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire de vous rappeler de vous abonner, bien entendu, à First Pitch sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous retrouver et même sur YouTube, mais sans nos têtes parce que sinon ce serait flouté. On a des belles voix, mais on est moche. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, un bon caca, mais surtout jamais les deux en même temps. Safety first. Et l'hygiène, c'est primordial. Une bonne route, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Et regardez la route, soyez attentifs. C'est des vacances, 1h30, c'est parfait pour faire dormir les gosses à l'arrière de la voiture. Profitez-en. Écoutez First Pitch tranquillement. Voilà. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Alexis, je ne sais pas si je te dis à la semaine prochaine, mais sans doute. Alors à la semaine prochaine. Et puis ciao tout le monde. Salut. Et joyeux Noël. Salut. Salut.